Bonjour, nous allons rendre hommage à Jean de La Fontaine, qui naît le 8 juillet 1621 sous Louis XIII, à Château-Thierry, actuellement dans l'Aisne, au nord-est de Paris, à 80 km à vol d'oiseau et plus de 90 par la route. Il meurt à Paris, à 73 ans, le 13 avril 1695. Nous sommes alors sous Louis XIV. Il fait élu à l'Académie française, le 2 mai 1684, signe de reconnaissance de son vivant. On le maria avec une femme bien plus jeune, qu'il délaissa assez vite, après qu'elle lui eut donné un fils dont il ne s'occupera guère. Le MLF était loin de voir le jour, enfin passons, là n'est pas le sujet. Il convient de se rappeler de la vénalité des charges sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que l'on achète une fonction. C'est ainsi qu'on le trouve avocat au Parlement de Paris en 1649, à 28 ans, après avoir étudié un peu le droit, puis maître des eaux et forêts du duché de Château-Thierry en 1652, à 31 ans, charge qu'il revendra 20 ans plus tard, ne s'en étant guère occupé non plus. Rappelons-nous qu'il faudra attendre la nuit du 4 août 1789, cette fameuse nuit du 4 août sur l'abolition des privilèges, qui par là même éteindra cette vénalité des charges. À noter qu'il fut au service de Fouquet à partir de 1658, et que, fidèle en amitié, il lui demeurera fidèle durant son procès. D'où une certaine inimitié avec Colbert. Dans le texte que je vais vous lire, il évoque un certain Racan. Il s'agit d'Honorat de Bueil, qui naît en 1589, qui voit la mort d'Henri III, et qui meurt en 1670. Ces fables, inspirées du genre littéraire créé par le vieux poète grec Ésope né au 7e siècle avant Jésus-Christ, paraissent à partir de 1668. Considérées indéniablement comme un chef-d'œuvre de la littérature française, leur renommée était sans doute trop récente, puisque son ami Boileau, dans son fameux art poétique de 1674, ne les évoque nullement, pas plus que leur auteur. Même si on en apprend certaines à l'école élémentaire, bien ignorant cependant celle ou celui qui croirait qu'il n'est auteur que pour les enfants. Certains dont je suis pensent que c'est le livre qu'il faut emmener sur l'île déserte, peut-être pour la délicieuse musicalité de son style. Souvenons-nous d'ailleurs qu'il écrivit des livrets pour l'opéra, dont un fut refusé par Lully, d'où un pamphlet vengeur intitulé Le Florentin. Lully était effectivement de Florence. Peu de gens le savent. Comme le disait l'excellent Claude Pieplut dans des sketchs fameux, il publia en 1674 des contes licencieux, ouvrant voie au siècle suivant, avec profusion, à cet art libertin. À son époque moralisatrice, il lui sera même un temps refusé de publier pour cette raison. À noter qu'il écrivit lui-même son épitaphe, qui n'est guère flatteuse pour lui, car il se présente comme un dilettante paresseux, à moins qu'il ne s'agisse d'un dernier jet de théâtralité. Le texte dit « Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant-le bien chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien su le dispenser. Deux parents filles dont il saoulait passer, l'une à dormir, et l'autre à ne rien faire. » La fable que je vais vous lire fut dédiée à son ami François de Maucroix, qui naît en 1619 et qui meurt en 1708. Avocat à un temps comme lui, mais aussi poète, fin lettré et traducteur notamment de Cicéron et Platon. Malheureux en raison d'un impossible amour pour mademoiselle de Joyeuse, ce dernier se fit chanoine à Reims jusqu'à sa mort. On peut en déduire que cette fable, première du livre 3, fut écrite de bonne heure dès l'année 1647. Après une autre petite parenthèse musicale, nous allons donc partager cette fameuse fable très célèbre qui s'intitule « Le meunier, son fils et l'âne », entrecoupée elle-même de brefs morceaux d'époque. Le meunier, son fils et l'âne, de Jean de La Fontaine. L'invention des arts étant un droit d'aînesse,
Nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La Feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois Racan, Malherbe l'a compté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour, tout seuls et sans témoin, comme ils se confiaient à leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé. À quoi me résoudrais-je? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour? Prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus. Contenter tout le monde. Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais, de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens idiots, ignorants et rustres, le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là? Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et le fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils. Il suit. Et d'aventure, passent 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là, descendez que l'on vous le dise, jeune homme, qui menait laquais à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. » « Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand 3 filles passant, l'une dit « C'est grande honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils. » Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. « Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après maint colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une 3e troupe, trouvant encore à gloser, l'un dit « Ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leur coup. Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique, n'ont-ils point pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. » Parbleu, dit le meunier, est bien un fou du cerveau, qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière, nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit « Est-ce la mode que baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. » Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête. Et la chanson le dit. Beau trio de baudets. Le meunier repartit. Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens parleront, n'en doutez nullement.